Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous présenter le processus de signature électronique. Cette fonctionnalité, qui est donc une nouvelle fonctionnalité de la plateforme de l'IDEMAT, qui permet déjà la dématérialisation des bulletins et la dématérialisation des factures, va donc se rajouter en termes de fonctionnalité sur la plateforme de l'IDEMAT. Cette signature électronique, elle va présenter de nombreux avantages. Elle va permettre de gagner en rapidité en supprimant les tâches chronophages. Elle va permettre donc de gagner en efficience pour pouvoir s'intéresser à des tâches à valeur ajoutée. Elle va permettre d'économiser, hein, donc on va éviter toutes les activités d'impression, de mis-soupli, d'affranchissement. On va pouvoir donc réaliser des signatures électroniques qui seront plus rapides et donc économiser en temps, hein, puisque le temps forcément est très important. Dernière chose, l'avantage principal de la signature électronique, c'est la sécurité. Avec la signature électronique, on va renforcer le faisceau de preuve autour du document qui a été signé puisqu'on va pouvoir prouver que ce document qui a été signé électroniquement n'a pas subi de modification sur aucune de ses pages, mais aussi également sur aucune de ses annexes. Alors, bien entendu, la signature électronique, elle s'inscrit dans un cadre légal. Ce cadre légal, il se compose d'une loi française et d'un règlement européen IDAS. La loi française, elle va euh, encadrer donc la signature électronique, puisqu'elle va dire que cette signature, elle va être reconnue juridiquement uniquement si cette signature, elle est liée au signataire de manière claire et unique. Le signataire est facilement identifiable et seul ce signataire-là peut l'activer, donc la signature électronique. Dernière chose, le document signé électroniquement ne peut pas être modifié après signature. S'il est modifié après signature, il perd en fait son cachet qui prouve qu'il a été signé électroniquement. Le règlement européen IDAS qui va donc compléter la loi française. On ne va pas aller sur le sujet aujourd'hui, mais vous avez de nombreux liens qu'on pourra vous communiquer si jamais vous voulez aller plus loin sur le sujet. Cette signature électronique, quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Alors, on va signer électroniquement des documents de signature simple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir signer des documents RH, par exemple des contrats de travail, des entretiens annuels ou des avenants, et on va pouvoir également signer des documents commerciaux, des devis, des bons de commande, des mandats CEPA, etc. Cette liste est non exhaustive, bien entendu. Vous aurez peut-être en tête d'autres types de documents que vous pourrez faire signer électroniquement. Il faut bien garder en tête que des documents que l'on peut signer électroniquement, ce sont des documents de nature simple. Alors, il n'existe pas de liste exhaustive de quels sont les documents simples que l'on peut signer électroniquement, mais il faut soi-même en fait s'interroger, est-ce que ce document peut être signé via la plateforme? Par exemple, demain, je vends ma maison, je dois faire signer un acte d'achat. Je sais qu'il faut que je fasse intervenir un notaire dans le processus d'achat, donc ce n'est pas une signature simple, donc je ne peux pas faire de signature électronique. Voilà, donc il est important de se questionner soi-même quand est-ce que je peux utiliser la signature électronique. Dans les signatures les plus courantes, les actes courants du quotidien, on peut utiliser cette signature électronique. Donc on va pouvoir passer sur la plateforme d'Olidemat. Donc je me connecte comme d'habitude, hein, donc page de connexion avec un logo et un petit bonhomme que l'on peut faire modifier hein, si l'on le souhaite pour pouvoir venir coller aux couleurs de l'entreprise. Donc une fois connectée, j'arrive donc sur une page d'accueil qui est pour l'instant vide puisque nous n'avons pas commencé à dématérialiser de documents ou à signer électroniquement des documents. Sur le menu de gauche, j'ai le récapitulatif hein, des fonctionnalités de la plateforme. Tout à l'heure, je vous parlais de bulletin de salaire, je vous parlais de facture. Et bien maintenant, nous avons également la possibilité donc, de signer électroniquement des documents. On va faire un petit tour rapide des paramétrages que l'on peut mettre en place sur la plateforme. Donc, tout d'abord, on va pouvoir s'intéresser aux informations de mon entreprise, hein, donc les informations globales, les informations générales, avec la raison sociale et également des paramétrages un petit peu plus précis hein, concernant la gestion des mots de passe ou encore la possibilité de changer le fuseau horaire. Je vais également avoir la possibilité de m'intéresser à la gestion des utilisateurs et des rôles. Les utilisateurs, ce sont donc tous les collaborateurs de l'entreprise qui vont avoir besoin de se connecter sur la plateforme de l'IDEMAT pour pouvoir participer au processus de préparation des documents à signer. Alors dans notre cas, par exemple, nous aujourd'hui, on va faire une démonstration avec un document RH, un contrat de travail
que l'on souhaite faire signer un futur salarié de notre entreprise, eh bien, dans notre cas, toutes les personnes qui pourraient être amenées à intervenir sur la plateforme de l'IDEMAT, ce seront le personnel RH qui gère les contrats et également, ça va être le responsable légal de l'entreprise qui embauche, qui va donc intervenir sur la plateforme en sa qualité de représentant légal, donc en tant que signataire. Il va signer le document en sa qualité de responsable légal. Donc, je vais pouvoir créer des utilisateurs, autant d'utilisateurs que nécessaire. Alors, moi, j'ai déjà créé des petits utilisateurs qui ont un nom de famille un peu parlant pour que ça soit clair pour nous. J'ai par exemple créé Pierre. Pierre qui sera plutôt préparateur des contrats de travail. Donc, c'est lui qui va créer le contrat de travail, qui va le déposer sur la plateforme. Nous aurons Marie qui sera plutôt valideur. Donc, Marie, par exemple, est notre directrice des ressources humaines qui va donc valider le travail, la préparation du contrat faite par Pierre, qui va donc pouvoir valider le document sur son fond et sur sa forme avant qu'il soit envoyé pour signature. Le dernier utilisateur que j'ai identifié, c'est Valérie, qui est donc signataire. Je vous parlais de responsable légal. Et bien effectivement, Valérie est notre responsable légal. C'est elle qui va signer le contrat de travail en sa qualité de responsable légal de l'entreprise, représentante de l'entreprise. Voilà, donc j'ai créé plusieurs utilisateurs. On peut en créer autant que nécessaire. Il n'y a pas de limite. Ce qui va nous intéresser, ça va être les services. Les services, ce sont les moyens d'acheminer les documents auprès du destinataire. Si l'on se place dans le cadre des bulletins de salaire, la manière dont on envoie les bulletins de salaire auprès des collaborateurs, ça va être par courrier ou bien sur un coffre-fort Digipost. Donc, nous avons identifié deux services, courrier, Digipost. Si l'on veut envoyer nos contrats, nos documents à signer électroniquement, on va pouvoir mettre en place d'autres services. Ces services vont reposer sur la mécanique mise en place par Contralien, qui est une filiale de la Poste et qui permet donc de mettre en place une signature électronique reconnue juridiquement. Hein. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, le signataire est identifiable, il est le seul à pouvoir activer la signature, etc. Donc, pour créer nos services de signature, hein, on va pouvoir s'appuyer sur cette mécanique Contralien. Et cette mécanique Contralien, elle va s'appuyer ou non sur l'OTP. OTP qui veut dire One Time Password. Si l'on décide d'utiliser cette mécanique de l'OTP, cela signifie que le destinataire, pour pouvoir venir signer électroniquement son document, va devoir également renseigner un numéro de téléphone, puis un mot de passe qu'il aura reçu par SMS. C'est un petit peu comme on peut voir hein, quand on se connecte sur un compte Gmail depuis un nouvel ordinateur. Souvent, le compte Gmail nous demande une double authentification, vérifier notre identité grâce à ce mot de passe reçu par SMS. Bien ici, c'est un petit peu finalement le même principe. On va pouvoir créer du coup ces services de signature avec ou sans OTP. Alors, le fait de choisir ou non l'OTP, ça va être au choix, au libre choix en fait du préparateur du document qui va décider si la nature du document nécessite de mettre en place un OTP. Plus on a, en fait, en mettant en place un OTP, on va renforcer le faisceau de preuves, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce faisceau de preuves qui va donc permettre de créer un dossier de preuves qui est lié à la signature du document. Si demain j'ai le moindre problème, le collaborateur n'est pas d'accord sur la signature du document, qu'il nous attaque en justice, par exemple, on aura la possibilité de sortir ce dossier de preuve et de confirmer que oui, le document a bien été signé électroniquement. Il a été signé par qui, à quel moment, grâce à quelle adresse IP, via quelle adresse email et si on a utilisé l'OTP, via quel numéro de téléphone. Et donc, on aura tous ces éléments-là pour confirmer que le document a bien été signé électroniquement via un canal sécurisé. Donc, le préparateur du contrat, lorsqu'il va il va préparer son document pour signature, il va décider si le document est de nature à avoir un dossier de preuve plus ou moins conséquent. Qu'il y ait un OTP ou pas, le dossier de preuve est constitué. Si l'on rajoute l'OTP, ce dossier de preuve est donc plus fort, plus complexe. Donc, on va pouvoir décider d'avoir aucun OTP, donc je ne coche aucune case. On peut décider d'utiliser l'OTP seulement pour le destinataire du contrat, donc dans notre cas, notre futur salarié. Donc, notre futur salarié, au moment où il va vouloir signer le document, il va devoir renseigner son numéro de téléphone puis son mot de passe.
Et puis, on a également la possibilité d'activer l'OTP pour l'entreprise, donc l'entreprise qui embauche dans notre cas. Donc là, de la même manière, le signataire, donc nous, c'était Valérie, on a vu que Valérie était signataire, eh bien, elle devra également renseigner le numéro de téléphone puis le mot de passe pour pouvoir venir signer le document. La dernière option de ce service de signature Contralia, c'est la possibilité d'archiver le document. On va pouvoir archiver, donc avec une valeur probante, le document qui a été signé électroniquement pour une durée de 10 ans dans les coffres-forts Contralia. Donc, tout est optionnel, bien entendu, et on va pouvoir créer autant de services de signature que l'on pourrait avoir de cas. On pourrait dire que dans certains cas, on n'aura aucun OTP. Dans d'autres cas, on aura besoin d'un service de signature avec un seul OTP. Et puis, dans un dernier cas, j'aurai besoin d'un service de signature avec 2 OTP et également l'archivage. Donc, moi, ces services de signature, j'ai pris un petit peu d'avance, je les avais déjà créés. Alors, j'ai créé un service de signature avec aucun OTP, un avec un simple OTP, c'est-à-dire le destinataire va devoir signer ce mot de passe à usage unique reçu par SMS. J'ai créé un service de signature avec un OTP et également l'archivage à valeur probante dans le coffre-fort. Et le dernier service de signature que j'ai créé, c'est donc le service de signature avec 2 OTP. Le destinataire et le signataire, donc le représentant légal de l'entreprise, vont devoir signer via ce mot de passe à usage unique reçu par SMS. Les derniers éléments de paramétrage vont concerner les comptes émetteurs. Les comptes émetteurs, ce sont des structures juridiques de l'entreprise qui vont émettre des documents. Alors, on peut avoir le cas d'avoir donc une entreprise qui a plusieurs filiales. Et donc, on aurait autant de comptes émetteurs qu'on a de filiales. Alors, moi, je suis sur une entreprise qui est unique, qui n'a pas de filiale, c'est l'Arbre SMA. Moi, je me facilite la vie et j'aime créer autant de comptes émetteurs que j'ai de fonctionnalités. Dans mon cas, la plateforme d'Olidemat, je l'utilise à la fois pour dématérialiser mes bulletins, pour dématérialiser les factures et également pour signer électroniquement des documents. Donc, j'ai créé autant de comptes émetteurs que j'avais donc de fonctions sur cette plateforme. Notre compte émetteur concernant la signature possède des informations qui lui sont propres, donc un nom d'expéditeur qui est visible par les destinataires dans l'adresse email, ainsi que des informations de type contact. Ce qui va m'intéresser ensuite, ça va être les services. Quels sont les services, donc les moyens d'acheminer les documents pour ce compte émetteur? Pour les types de documents contrats, je vais avoir 3 services que j'ai assignés. J'ai dit que pour les documents signés électroniquement pour le compte émetteur, l'arbre SMA signature, j'aurai la possibilité d'utiliser du aucun OTP ou du simple OTP avec archivage ou du double OTP. Dernier élément de paramétrage qui va nous intéresser, c'est donc concernant la signature. Je vais pouvoir renseigner un tampon d'entreprise. Ce tampon d'entreprise, c'est ce qui va pouvoir apparaître sur le document qui est signé électroniquement par le signataire. Donc au moment où le signataire va venir apposer sa signature, il aura la possibilité de renseigner ce tampon s'il le souhaite. Également, nous avons une notion de zone d'emplacement réservé. Quand nous signons un document papier, nous, en tant qu'humains, nous savons qu'avec notre stylo, nous allons aller tout en bas du document et que nous allons signer juste en dessous de signature du salarié. Nous le savons parce que nous avons un cerveau qui est capable de faire ce genre de choses. La plateforme, elle n'est pas humaine, elle n'est pas capable de dire qu'elle doit signer juste en dessous de cette zone-là. Donc, on va l'aider, on va lui rajouter des petits mots-clés. Ces mots-clés qui vont donc lui permettre d'identifier les endroits où elle va apposer les signatures du destinataire, de l'entreprise et également le tampon du service de signature Contralia. Donc, en fait, sur notre document, alors, je vais vous montrer le document initial, celui que nous allons faire signer à notre futur salarié. Et bien, sur ce document, j'ai rajouté des mots-clés. Ces mots-clés, qui sont signature salarié, signature employeur et tampon contralien, je vais les apprendre à la plateforme. Je vais lui expliquer que si elle voit le mot-clé signature salarié, alors c'est ici qu'elle va devoir apposer la signature du salarié lorsqu'elle aura été faite. De la même manière, on va lui dire que si la plateforme trouve le mot-clé signature employeur, c'est ici qu'elle va apposer la signature donc, de l'employeur. Pareil pour le tampon contralien. Alors moi, j'ai mis ces mots-clés en noir sur blanc pour que nous, humains, nous puissions voir que ces mots-clés existent bien, mais j'aurais très bien pu mettre ces mots-clés en blanc sur blanc et la plateforme aurait quand même été capable de les lire. Donc ces mots-clés, je les ai renseignés ici. La signature du destinataire apparaîtra sur le mot-clé signature salarié.
la signature de l'entreprise apparaîtra sur le mot-clé signature employeur. De la même manière, le tampon du service de signature apparaîtra sur le mot-clé tampon contralien. On a ensuite un petit paramétrage, largeur, hauteur, décalage horizontal et vertical. Donc là, on va pouvoir décider si notre signature est plutôt grande en largeur ou en hauteur. Est-ce qu'elle se place un peu plus à gauche ou un peu plus à droite par rapport au mot-clé, etc. Le paramétrage de ma plateforme est terminé. C'est assez rapide. Je vais maintenant pouvoir procéder à la préparation de mes contrats de travail. Le processus de signature, il se déroule en 3 étapes. D'abord, je prépare le contrat. Ensuite, je valide ce contrat. Donc, ça envoie le document pour signature. Et enfin, je vais suivre l'avancée de mes contrats. Est-ce qu'ils ont été signés? Si oui, par qui et à quel moment? Donc, je vais commencer tout d'abord par préparer un contrat. Donc, nous avons ici la possibilité de créer un nouveau contrat. Cette page, elle se divise en 2. Sur la partie à gauche, j'ai tout ce qui va s'intéresser vraiment au fichier lui-même. Sur la partie droite, j'ai le workflow de signature. Je vais commencer déjà par glisser le contrat de travail de mon futur salarié. Mon futur salarié, c'est Monsieur Jean Pousse. Donc, le contrat de travail, on va pouvoir le prévisualiser, donc afficher l'ensemble des pages. Donc ici, nous avons 3 pages. On retrouve bien les petits mots-clés que nous avions vus juste avant. Et je vais commencer déjà par renseigner mon destinataire. Qui est le destinataire de ce document? Alors, je vais aider la plateforme, je vais zoner des informations, je vais lui dire que l'adresse de ce destinataire, elle peut la trouver ici. L'adresse email du destinataire également, on la trouve sur le document. Et maintenant, je vais pouvoir créer ce nouveau destinataire. La plateforme ne connaît pas encore Monsieur Jean Pousse, donc je vais l'aider, je vais l'accompagner sur la création de ce destinataire. Alors, ces informations, elles se sont déjà pré-renseignées grâce à ces zones bleues que j'ai placées. Donc, l'adresse email, la plateforme l'a bien reconnue. Elle a également reconnu la destination, l'adresse postale, ainsi que le nom et le prénom. Alors, il me reste quelques informations à renseigner. Tout d'abord, l'identifiant, ce qui permet d'identifier de manière unique le destinataire, Monsieur Jean Pousse. On va renseigner la civilité de Monsieur Jean Pousse. Et enfin, on va identifier quel est le compte émetteur, la structure juridique qui est concernée par l'envoi de ce document. Moi, je sais que c'est donc l'arbre SMA signature qui est concerné par l'envoi de ce document. Je valide. Le destinataire a bien été créé et maintenant, je vais pouvoir me réintéresser à la partie fichier. Donc, en regardant sur la gauche maintenant, si je descends tout en bas de mon document, je vois à présent que les mots-clés que nous avions identifiés tout à l'heure ont bien été reconnus par la plateforme. Elle sait que pour le compte émetteur, l'arbre SMA signature, si la plateforme trouve le mot-clé signature salarié, c'est ici qu'elle va faire apparaître la signature du destinataire. Pareil pour la signature de l'entreprise et le tampon du service de signature. Donc à partir du moment où on a identifié le destinataire et donc le compte émetteur qui est concerné par ce document, nous avons donc les zones d'emplacement réservées des signatures qui apparaissent. Si je remonte un petit peu, je vais m'intéresser aux documents secondaires et aux documents joints. Le document principal, c'est donc le document qui est amené à être signé électroniquement. À ce document principal, je vais pouvoir rajouter des documents secondaires. Ces documents secondaires, ce sont les annexes du document principal. Elles vont donc être fusionnées au document principal et elles vont bénéficier de la signature électronique. Par exemple, moi, quand j'embauche un nouveau salarié, j'aime bien lui faire signer électroniquement le modèle, le règlement intérieur. Donc, Monsieur Jean Pousse, lui, quand il va signer le document principal, donc son contrat de travail, il va avoir la possibilité de lire également le règlement intérieur. Et quand il va signer électroniquement, il va signer à la fois son bulletin de salaire, son contrat de travail, pardon, et également le règlement intérieur. On peut rajouter autant de documents secondaires que l'on souhaite. Et enfin, on a les documents joints. Ces documents joints, ce sont plutôt des notes d'information. Elles vont transiter avec le document principal et les documents secondaires. Par contre, les documents joints ne bénéficient pas de la signature électronique. Alors, dans mon cas, par exemple, je vais embaucher un nouveau salarié, donc je vais lui envoyer les gestes barrières qui sont en vigueur au sein de l'entreprise. Monsieur Jean Pousse va pouvoir lire ce document, par contre, sa signature ne sera pas apposée sur le document. Allez, donc maintenant qu'on a terminé la partie sur les fichiers à proprement dit, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus au workflow de signature. On a déjà identifié notre destinataire, c'est Monsieur Jean Pousse. Maintenant, on va s'intéresser au reste. Qui est le valideur de ce document? Est-ce que j'ai besoin de faire valider le contrat de travail avant qu'il soit signé
par une tierce personne, donc une personne qui fait partie de mon entreprise et qui aurait peut-être besoin de vérifier le document sur son fond ou sur sa forme. Donc ici, je vais pouvoir identifier, sélectionner tout utilisateur de la plateforme qui aurait le droit de valider un document. Donc ici, dans la liste des valideurs, j'ai Marie, qui avait bien entendu été identifiée comme étant valideuse de documents, et je me retrouve également moi. Donc je vais pouvoir me sélectionner. On va partir sur le processus de signature le plus simple, mais on aurait pu faire signer notre document par une tierce, on aurait pu faire valider le document par une tierce personne. On va pouvoir identifier également le signataire, qui est le représentant légal de l'entreprise, qui va signer le document pour au nom de l'entreprise qui embauche. Donc de la même manière, on va pouvoir sélectionner toute personne qui a le droit de signer le document. Donc nous avons Valérie et également moi-même. Donc nous allons rester sur le cadre le plus simple. Je me choisis moi-même comme signataire. Les services de signature, ce sont donc les moyens d'acheminer le document auprès du collaborateur, du destinataire. Est-ce que le document est de nature à utiliser les mécaniques d'OTP? Nous sommes ici sur un contrat de travail. Ce contrat de travail, pour moi, c'est un document qui nécessite l'utilisation de l'OTP. Et en plus, également, je souhaite faire archiver ce document avec une valeur probante dans mon coffre-fort. Donc, je vais partir sur le service de signature simple OTP avec archivage. Donc, en utilisant ce service, je sais que le document qui va être signé électroniquement va nécessiter de la part du destinataire de renseigner son numéro de téléphone et le mot de passe. Et je sais également que, au terme de la signature du document par toutes les parties, ce document sera signé avec une valeur probante. Il sera archivé, avec une valeur probante. Je vais pouvoir donner un titre à ce contrat pour pouvoir le retrouver facilement plus tard. Donc ici, je sais que c'est le contrat de monsieur Jean Pousse. Je peux renseigner un message personnalisé. Merci de lire les documents en annexe du contrat de travail. Et là, je vais avoir la possibilité de faire 4 choix. Le bouton annuler me permet donc d'annuler tout ce que j'étais en train de faire. On va éviter. Le bouton enregistrer permet de garder notre document au statut de brouillon. On n'a pas terminé de préparer ce contrat. Il nous manque encore certaines informations. Donc, on enregistre sa préparation, mais pour l'instant, elle n'est pas terminée. Et enfin, on a 2 boutons qui concernent la validation. Tout à l'heure, je vous parlais donc d'une validation par une tierce personne qui va donc vérifier le document sur son fond et ou sur sa forme avant qu'il soit envoyé pour signature. Donc ici, on va soit permettre donc, de soumettre à validation ce document, donc on va demander la validation d'une tierce personne, soit on va dire qu'on va directement le valider, c'est-à-dire qu'on sait déjà que le document est conforme sur le fond et sur la forme, et donc en cliquant sur le bouton valider, on va directement l'envoyer pour signature. Ici, le valideur, c'est moi-même, donc j'ai la possibilité de cliquer directement sur valider. Je sais que je n'ai pas besoin de faire valider ce document par une tierce personne. Nous sommes actuellement sur une plateforme de démonstration, donc nous n'envoyons pas réellement le document à signer auprès du destinataire. C'est pour ça que je renseigne une adresse email qui va interrompre le flux et qui va donc recevoir le flux à la place de monsieur Jean Pousse. Je confirme, le contrat va donc être validé et le workflow de signature initié. Je valide. Donc là, moi, en tant que préparateur de contrat, j'ai presque terminé mon boulot. J'ai préparé le document. Je l'ai d'ailleurs également directement validé. Maintenant, moi, ce qui va me rester à faire quand le document sera envoyé, ça va être de suivre l'avancée de la signature. Est-ce que le document a bien été signé? Sinon, est-ce que je peux relancer peut-être le destinataire ou le signataire, la personne qui est en attente de signature? Donc, je vais avoir la possibilité de voir tout ça en temps réel. Ce workflow de signature, il va se faire par étapes. Donc, on commence par préparer, on envoie pour signature. Donc, ça commence par la signature du destinataire, dans notre cas, donc notre futur salarié. Une fois que le futur salarié a signé le document, c'est au représentant légal de l'entreprise de signer à son tour. Une fois que toutes les parties ont signé le document, on considère que le document a donc été signé intégralement. Donc, une fois que le document a bien été envoyé pour signature, quand je me place sur l'onglet « Suivre les contrats », j'ai le récapitulatif de tous mes documents qui sont en cours de signature ou qui ont déjà été signés. Nous, on retrouve bien notre
contrat CDI Jean Pousse, celui que nous venons de créer à l'instant, nous savons qu'il est bien en cours de signature et que ni le destinataire ni le signataire ont signé le document. Avec ce petit bouton flèche, on a la possibilité de relancer, c'est-à-dire qu'on va renvoyer un email à la personne qui est en attente de signature. Dans notre cas, si je relance maintenant, c'est Monsieur Jean Pousse qui va recevoir une relance, donc il va recevoir de nouveau un email qui l'invite à venir signer le document. Alors, je vais me mettre dans la peau de Monsieur Jean Pousse. Monsieur Jean Pousse a bien reçu un email qui va l'inviter à venir signer le document. Alors, du coup, cet email, nous l'avons envoyé à cette adresse. Donc ici, nous avons également le récapitulatif du document qui est en cours de signature avec le workflow, le destinataire, le valideur, le signataire, etc. ainsi que le document en lui-même qui va être signé. Alors du coup, apparemment, j'ai quelques petites latences d'Internet. C'est normal, ça peut arriver. Donc, hop, j'étais sur la mauvaise boîte mail. Donc, si je mets ma casquette de Jean Pousse, Monsieur Jean Pousse, il se connecte sur son adresse email et il reçoit donc un email qui lui dit que son contrat est en attente de signature. Cet email l'invite donc à signer électroniquement son contrat. Nous avons le petit message personnalisé que nous avons renseigné juste avant qui invite donc Jean Pousse à lire les documents en annexe du contrat de travail. Et donc, on va pouvoir cliquer sur ce bouton pour pouvoir consulter ce contrat de travail et ensuite le signer électroniquement. Donc, Monsieur Jean Pousse, il arrive sur cette fenêtre. Il a la possibilité de lire son document. D'accord? Document principal, donc le contrat de travail auquel a été rajouté le règlement intérieur. Vous savez, ces documents secondaires qui sont fusionnés au document principal et qui bénéficient de la signature électronique. Monsieur Jean Pousse peut également voir toutes les pièces jointes. Donc, celles-ci ne sont pas signées électroniquement au moment où le document principal est signé. Jean Pousse, il peut télécharger des documents. S'il le souhaite, il peut fermer la fenêtre, il peut prendre le temps de réfléchir et revenir dans 3 jours. Il n'y a aucun problème. Quand Monsieur Jean Pousse est décidé, il va pouvoir cliquer sur le bouton signer. Attention, pour pouvoir signer un document, il doit être lu intégralement. Ça remplace un petit peu cette notion de paragraphe que nous, on connaît quand on signe un document papier. On paraphe chacune des pages pour certifier que nous avons bien lu l'ensemble des pages. J'ai lu toutes les pages, je certifie donc que je le signe. En forçant l'utilisateur à scroller tout en bas de la page, finalement, on est sur le même principe que le paraphe. On certifie que le document a bien survolé, le document a été survolé intégralement. Et donc, au moment où on signe, on sait donc que le document a bien été lu. Monsieur Jean Pousse, il a une signature par défaut qui est créée avec son prénom et son nom. Avec sa souris, il peut venir compléter la signature et il va obtenir son code de signature. Nous sommes en présence d'un OTP, d'accord? Nous avons besoin d'utiliser l'OTP pour signer le document. Donc, je vais renseigner mon numéro de téléphone et je vais recevoir ce fameux code de signature. La réception est hyper rapide, je l'ai déjà reçu. Et je vais pouvoir valider ma signature. En faisant ça, donc, Monsieur Jean Pousse a signé le document électroniquement au moyen d'un code OTP. On a bien une petite fenêtre qui apparaît et qui confirme que la signature a été apposée sur le contrat. Monsieur Jean Pousse n'a absolument plus rien à faire. Il a terminé sa part du travail. Il peut fermer la fenêtre et vaquer à ses occupations. Si nous revenons sur notre plateforme Dolidemat, je retourne ici et je vais suivre les contrats. Je remets ma casquette de préparatrice du document. Donc, quand je viens sur ma page suivre les contrats, je sais que mon document est bien en cours de signature et je sais d'ailleurs que Monsieur Jean Pousse a signé le document à 11h31. Par contre, le signataire, le représentant légal de l'entreprise, n'a pas encore signé le document. À présent, si je cherche à relancer, cette fois-ci, c'est notre signataire qui va recevoir un email. Allez, je mets ma casquette de signataire maintenant. Notre signataire a reçu un email qui l'invite à son tour maintenant à signer le document parce que Monsieur Jean Pousse, le destinataire, a signé le document. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir me connecter sur la plateforme et de la même manière que Monsieur Jean Pousse, en ma qualité de signataire, je vais pouvoir lire l'ensemble du document. Je vais d'ailleurs retrouver l'adresse, la signature de Monsieur Jean Pousse qui cette fois-ci a été apposée puisque ça y est, il a signé le document.
le règlement intérieur, les gestes barrières, et je signe. Attention, même problème que le destinataire, le signataire doit intégralement survoler le document pour pouvoir venir le signer. D'accord? Donc je retourne sur mon document principal, je scrolle tout en bas, tout en bas, tout en bas, et cette fois-ci, je vais pouvoir signer mon document. La signature de ce document par le signataire peut s'appuyer sur l'utilisation d'une image de signature. J'avais déjà expliqué à la plateforme que notre signataire Sandra avait une image de signature, je l'ai renseignée. Et donc, quand Sandra signe le document, cette image de signature se propose par défaut. J'ai la possibilité d'utiliser autre chose, par exemple le fameux tampon d'entreprise que nous avions vu tout à l'heure lors du paramétrage du compte émetteur. Je peux utiliser plutôt le nom et le prénom. Je peux effacer la signature, repartir à zéro, utiliser une autre image de signature si j'en possède une dans mon explorateur de fichiers. Eh bien, moi, je vais partir sur mon image de signature à laquelle je vais rajouter mon nom et mon prénom. Et puis, je vais rajouter encore un petit gribouillis comme ça. Et je signe le document. Ici, je n'ai pas besoin de renseigner mon numéro de téléphone et le mot de passe à usage unique puisque nous avions prévu un simple OTP. Seul le destinataire du contrat devait signer via un OTP. Le signataire n'était pas concerné, donc il fait une signature simple. Il clique directement sur le bouton signer et c'est terminé. Je me remets dans la peau du préparateur du contrat. Le préparateur du contrat, il vient sur la page, il recharge sa page suivre les contrats et bingo, le document a bien été signé intégralement. Le destinataire a signé à 11h31, le signataire a signé à 11h34. Si je clique sur le petit œil, je vais retrouver donc notre workflow de signature ainsi que l'ensemble des documents qui ont été signés. Et cette fois-ci, nous retrouvons bien l'ensemble des signatures qui ont été apposées. Si je vais dans mon onglet coffre-fort, dans cet onglet coffre-fort, je vais bien retrouver ce document qui a été signé électroniquement. Pourquoi? Parce que j'avais utilisé un service de signature simple OTP avec archivage. Donc mon document a bien été archivé avec une valeur probante pour une durée de 10 ans. Ce document, je le retrouve bien dans mon onglet coffre-fort. Je remets ma casquette de Monsieur Jean Pousse. Monsieur Jean Pousse, lui, il aimerait bien quand même retrouver ce document, il en a besoin. Eh bien, par email, il a reçu un email qui lui confirme que le contrat a bien été signé par toutes les parties et qu'il va donc pouvoir télécharger son contrat. Donc, directement, en cliquant sur le petit bouton, Monsieur Jean Pousse, il va retrouver ce fameux document signé électroniquement. Monsieur Jean Pousse, il va avoir deux possibilités. Tout d'abord, il va pouvoir se dire que ce document, il souhaite le déposer sur un coffre-fort Digipost. Vous savez, ce fameux coffre-fort numérique personnel sur lequel les individus peuvent déposer des documents. Eh bien ici, en cliquant sur Déposer sur Digipost, Monsieur Jean Pousse pourra renseigner ses identifiants de connexion à son coffre-fort Digipost personnel et le document sera donc bien archivé sur son coffre-fort Digipost. Également, Monsieur Jean Pousse va pouvoir télécharger ces documents. Il peut télécharger l'ensemble des documents, donc le document principal auquel est fusionné le document secondaire, donc les annexes, et il va pouvoir également télécharger toutes les pièces jointes s'il le souhaite. Nous, on va se concentrer pour l'instant du contrat de travail, c'est ce qui nous intéresse en premier. La signature a bien été apposée. Alors, nous sommes sur une plateforme de démonstration, donc nous avons des signatures qui présentent des problèmes et dans un contexte de production d'une signature réelle, nous aurions un petit bandeau qui nous certifie que toutes les signatures sont bien valables. Ici, nous retrouvons bien donc notre contrat de travail ainsi que l'ensemble des signatures qui ont été apposées. Si je clique sur les signatures, nous avons donc un récapitulatif qui nous certifie que la signature est bien valable, que les documents n'ont pas été modifiés et que l'identité du signataire est valable. Ça vous fait peut-être tilt. Nous avons parlé tout à l'heure du cadre légal de la signature électronique avec la loi française qui nous disait justement qu'une signature est reconnue juridiquement uniquement si le document n'a pas été modifié, si le signataire est identifiable, qu'il est le seul à pouvoir activer la signature, etc. Eh bien, en cliquant sur les signatures, on retrouve bien ces informations. On nous confirme finalement que cette signature, elle est bien reconnue juridiquement. On peut avoir encore plus d'informations si on le souhaite, afficher le certificat de signature, etc. On va pouvoir faire ça sur chacune des signatures si on le souhaite. Et on a le tampon Contralia. Contralia, pour rappel, c'est donc la filiale de La Poste qui nous permet de mettre en place une signature électronique juridiquement valable. On a donc la possibilité d'afficher ce tampon Contralia si on le souhaite sur la plateforme
Et donc, on retrouve un GUID. Un GUID, c'est donc un identifiant unique qui est apposé sur ce document et qui fait référence au dossier de preuve qui a été créé en parallèle du document. En cas de problème, donc, on peut se rapprocher de Contralien en indiquant ce fameux GUID et donc retrouver toutes les informations qui sont liées au dossier de preuve du document. En cliquant sur le petit stylo juste à gauche, nous avons le récapitulatif des signatures. Donc, c'est la fameuse signature test fournisseur qui nous pose un problème aujourd'hui puisque nous sommes sur une plateforme de démonstration. Dernière chose, nous avons une unité d'horodatage qui a été apposée par DocaPost, donc Contralien, et qui vient donc confirmer que le document a bien été signé à telle heure, tel jour, et qu'il n'a pas été modifié entre-temps. Voilà, nous avons terminé du coup de voir le processus de signature dans son intégralité. Bien entendu, si on remet notre casquette de préparateur de contrat, on a la possibilité de télécharger également le document si on le souhaite depuis la vue Suivre les contrats et en cliquant sur le petit œil du document en question. Si vous avez la moindre question, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires dans le GoToWebinar. N'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous n'avez pas de questions, du coup, je vous libère pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers Céline ou Laïla, si vous avez la moindre question ou que vous souhaitez avancer sur ce processus de signature électronique. Nous pourrons mettre en place, du coup, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité sur vos plateformes de l'IDEMAT. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.